Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 10 avril 2025. On se retrouve pour une émission historique avec un rebond qui l'est tout autant comme on va le voir du côté de la bourse traditionnelle. Alors les cryptos ont bien entendu rebondi, mais côté bourse traditionnelle, on a vu ça que 2-3 fois dans l'histoire de la bourse américaine. C'est complètement fou ce qui est en train d'arriver. Donc on a un Bitcoin à plus 7%, quasi à 82K. Ether toujours qui reste derrière, 1600. Bon, on a quand même un rebond, mais ça reste très très modéré. On a du Solana à plus 10, du 14% pour Ada Cardano, 15% pour Avalanche, 11 ou 12% pour Sui, 10% pour Shiba Inu et des Hashgraph, 13% pour BCH, 12% pour Hyperliquid, 16% pour Uniswap, 12% pour PP, 22% pour Rondo, très très beau rebond. L'intégralité de la ligne est dans le vert. C'est également le cas de OKB qui est à plus 30% sur le mois. Atom Cosmos aussi qui est dans le vert sur l'intégralité de la ligne, assez rare pour être noté, plus 6% sur les dernières 24 heures. AAV se paie le luxe de rebondir de plus 10. VeChain et Taobit Tensor plus 11, plus 18. On a plus 14 pour Render et on clôture le top 50 avec du Celestia, Algorand, Sonic et Arbitrum. 82 000 qui a bel et bien activé ce W ici, double bottom en 4 heures autour de 74 500 approximativement. Ça peut être autour de 75 000 selon les échangeurs. On est désormais au-dessus des 81. On est venu en excès autour de 83,5. Attention, on a la trend juste au-dessus autour de 84,5 et on a les open interest qui sont légèrement en train de remonter. On est passé de l'extrême peur en 12 heures de temps à la peur tout court, voire quasi la neutralité puisque le FIR est à 39, tandis que hier la bourse traditionnelle était à peine à 3 sur 100 sur son propre index de peur et de volatilité. Pour rappel, notre partenaire du jour c'est Deblock, c'est un compte IBAN français qui vous permet de rentrer sortir en crypto. Il y a une CB, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez sans limitation. Vous avez le lien en commentaire et description qui vous donne 3 mois offerts sur le premium. Le plus gros volume exécuté sur le Nasdaq 100 en 3 ans avec le second plus gros gain de l'histoire, c'est ce qui s'est passé hier avec un rebond de plus de 20% et sur certaines actions américaines très bien capitalisées, pareil on a vu du 10, 15, 20%. Donc c'est consécutif bien entendu à une information, vous vous en doutez bien, j'étais en train de conduire au moment où j'ai reçu des notifications en pagaille et en effet je me suis dit voilà, Donald Trump a dû reculer et c'est exactement ce qui s'est passé avec des négociations qui sont en cours premièrement, mais surtout une pause des fameux tarifs des droits de douane pendant 90 jours, ce qui va nous amener au mois de juin cet été et c'est très bien d'un point de vue du timing. Pourquoi? Puisque l'été c'est là où les opérateurs lâchent un peu la rampe, on va laisser digérer tout ça et normalement d'ici l'automne en plus Jérôme Powell et la Fed auront baissé si tout va bien les taux au moins une fois pour 2025 et peut-être 2 fois d'ici la fin d'année et ensuite on devrait poursuivre comme ça sur ce rythme pour 2026. Donc vraiment, on a traversé le gros de la tempête pour l'instant. Est-ce que Donald Trump d'un jour ou l'autre peut revenir sur ce qu'il vient de dire? Bien entendu, on a vu que c'était une girouette vraiment qui suivait le sens du vent en ce moment et je pense que c'est quand c'est monté dans le ton crescendo, notamment vis-à-vis de la Chine où ça a commencé un peu à bégayer. Donc pour l'instant, on en est là. On boude pas notre plaisir de retrouver du vert et dans de telles proportions, mais bien entendu, il ne faut pas oublier que le marché américain a purgé en 2 mois de temps 13 000 milliards et hier sur la séance on a récupéré 5 500 milliards. C'est complètement abracadabrant. Génération Crypto qui mettait en avant que les tokens de gaming ont disparu du top 100 des cryptos. Donc en ce moment on voit que tout ce qui est NFT, gaming, c'est vraiment derrière comparativement à d'autres domaines. Mais j'ai envie de dire ça a été vraiment un cycle qui, peu importe le domaine où l'on regardait, n'a pas été extraordinaire. On a Paul Atkins qui est officiellement le nouveau directeur de la SEC et qui est un personnage profondément pro-crypto. Donc encore une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Le S&P 500 donc a récupéré quasi plus 10%. C'est le 3e plus gros gain depuis 1950. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie, mais voilà, ça démontre aussi que la bourse, quand il s'est passé récemment les ajustements à la baisse qu'on avait eu et où tout le monde par rapport à la bourse traditionnelle avait très très peur, respecte quand même certains ratios. Et là, depuis 2020, en effet, on a une bourse américaine qui est très rapide sur ses mouvements et c'est un peu ce que j'attendais en fait quelque part qu'il se passe, le rebond là qu'on a eu, mais je m'attendais pas à de telles proportions. Donc clairement, on est dans un monde où tout est exacerbé, tout est polarisé et aujourd'hui
aujourd'hui en est la démonstration vis-à-vis des marchés financiers. Les zones en cas de bear market, donc ce sont des zones on-chain, c'est mis en avant par The Rational Route. Les 75 000, comme on l'a vu un bon nombre de fois, était une zone extrêmement importante. 73-75 reste le support absolu en hebdomadaire. On descend d'un énorme cran si jamais on rentrait par la suite en bear market, puis quand bien même le cycle ne serait pas terminé en 2025, on rentrera tôt ou tard en bear market. Ça, c'est une certitude, donc autant s'y préparer. Et aujourd'hui, si on y venait justement à cette phase baissière qui dure, eh bien on a un support suivant autour de 50 000. Ça tombe bien puisque c'est le 0,618 de Fibo et qu'on avait vu que c'était un gros support aussi d'un point de vue de l'analyse technique. Et la zone la plus basse par rapport au prix qui serait extrêmement sous-évalué, que ça soit pour l'on-chain, mais je pense aussi pour les mineurs et qui viendrait quelque part un peu liquider aussi Michael Saylor, c'est quelque part entre 30 et 40 000. Donc toutes ces zones pour moi sont des zones qui ont du sens si on rentrait en bear market aujourd'hui, ce qui pour l'instant, tant qu'on ne perdra pas les 73 à 75 000, ça n'est même pas un sujet, mais je préfère vous donner tous les points comme ça pour pouvoir vous projeter plus tard si jamais ça se gâtait au cours de cet été. Pour ceux qui auraient acheté le WPEA de iShares BlackRock ou le MSCI World, le CW8 sur votre PEA ou compte titre ordinaire, eh bien ce matin ça s'est mis à jour à 9h. Pourquoi? Puisque la bourse est ouverte pour ses actions cotées sur l'Euronext ou parfois la bourse d'Amsterdam en euros et c'est donc de 9h à 17h. Donc en effet ce matin il y en a qui ont eu une bonne surprise. Dr Bourse qui mettait en avant que Dassault Aviation vient de vendre 26 nouveaux Rafales à l'Inde. Très très bonne nouvelle pour Dassault qui va redoubler donc de production et une chaîne qui est en train de monter fort en puissance. Le Nasdaq qui vient de connaître la deuxième meilleure journée de son histoire, meilleure journée depuis 2001 au moment de la fameuse bulle internet ou du moins une fois qu'elle était en train de péter. Donc on voit que quand on a des récessions entre grands guillemets, puisque là ça a duré tellement peu de temps qu'on va pas pouvoir qualifier ça de récession et d'ailleurs les Goldman Sachs et consorts sont en train déjà de changer complètement de fusil d'épaule par rapport au discours qu'ils avaient. Mais en tout cas, au plus ça baisse, au plus l'élastique tend d'un côté, exactement comme on a l'antagoniste quand on ne fait que monter et qu'on vient chercher l'euphorie verticale. Ça fonctionne exactement pareil à la baisse. Tout ce qui baisse beaucoup trop rebondit derrière frénétiquement et c'est exactement ce qu'on a eu hier. Le Bitcoin donc a rebondi sur la moving average, la moyenne mobile sur un an, donc au niveau du prix risqué. La moyenne mobile à 2 ans est autour de 56,8, donc encore une data qui est mise en avant par Unchained College. Je reviens pas donc sur les milliards qui ont été imprimés hier, 5500, après en avoir perdu quand même sur 2 mois 13 000, c'est pas rien. Et un petit sujet où c'est là que le bas blesse, puisqu'on nous annonçait que dans tous les cas Michael Saylor n'aurait jamais à vendre, que la dette roulait jusqu'à 2028, 2029, 2030, et pourtant ils ont déposé un formulaire auprès de la SEC le 7 avril, un fameux formulaire 8K qui indique que si le cours du Bitcoin continuait de chuter, l'entreprise pourrait être contrainte de vendre ses avoirs en Bitcoin pour rembourser ses dettes. Alors c'est juste un acte de précaution au cas où un jour ça arrive. Ça veut pas dire qu'ils veulent vendre immédiatement leur BTC, mais ça veut juste dire que oui, même Michael Saylor, avec ses 500 000 BTC, aura tôt ou tard une position si on rentre en bear market qui sera difficilement soutenable et c'est là où je me demande justement jusqu'où ça pourrait aller en termes de liquidation. Alexandre Baradez, la Banque centrale chinoise a demandé aux banques d'État de réduire les achats de dollars. La Banque centrale ne va pas procéder à une dépréciation immédiate du yuan pour contrer les effets des taxes américaines. Donc c'est vraiment l'affront des deux gros blocs qui a fini par débloquer un peu la situation. Un des trucs dont je suis le plus fier aujourd'hui vis-à-vis de CM et qui va continuer de s'améliorer dans les prochains mois, les prochains trimestres, les prochaines années, c'est de vous avoir aidé aussi de votre côté à vous intéresser à la finance traditionnelle, à vous intéresser aux actions, aux PEA, aux comptes titres ordinaires, aux ETF et on s'est entouré donc de très bons profils, notamment comme Samy de notre Discord qui est vraiment un de nos atouts majeurs vis-à-vis de la TradFi, de temps en temps externalisé avec des Tino Bourse, avec des intervenants notamment qui sont régulièrement du côté de Trade Republic pour le forum du mercredi à autour de midi et demi, si je dis pas de bêtises, du côté de Twitter. C'est aussi un forum sur lequel j'interviens de temps en temps. Et donc aujourd'hui, c'est une fierté de nous dire que sur les 2-3 dernières années, on vous a permis aussi à vous,
au-delà des cryptos, de petit à petit développer un patrimoine, de commencer à comprendre comment ça fonctionne. Alors clairement, je ne me place pas du tout en expert déjà dans la crypto, ça fait à peine 6 ans, je pense que j'en ai encore pour 5-10 ans de plus pour commencer à véritablement avoir de la profondeur sur les marchés. Et pour le marché traditionnel, on est tous en plein apprentissage, donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin de retours d'expérience de personnes qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous, et ça fait sens de vous proposer très prochainement, d'ici la rentrée 2025 à l'automne, des nouveaux formats qui j'espère vous plairont et continueront justement de vous aider à vous projeter comme ça sur de la gestion de patrimoine un peu plus, plutôt que de juste rester crypto et de rester, comme je dis souvent un peu par analogie, collé à la prise sur laquelle finalement avec une telle volatilité on finit tous par perdre la boule. Avec Goku, les mineurs de Bitcoin qui accélèrent l'importation d'équipements de minage en provenance de Chine, Malaisie, Thaïlande et d'autres régions avant l'entrée en vigueur des droits de douane. Donc ça, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais on a vu aussi que Apple était en train d'affréter à la hâte des gros avions pour essayer de rapatrier un max d'iPhone et de MacBook. La Chine et les États-Unis qui seront pour parler pour un deal, bien entendu, puisque c'était tellement monté crescendo que ça partait complètement en live. On avait Bob Lucas qui nous mettait en avant les principes un peu bafoués, notamment des cypherpunks de Bitcoin, la désillusion aussi d'avoir été là pour tout simplement essayer de changer les choses, et aujourd'hui on a refilé les clés du bus un peu au fou du bus justement, et surtout à la TradFi avec des BlackRock et compagnie. Donc certains diront pour le meilleur et pour le pire, certains diront que pour le pire. Alors voilà, aujourd'hui je vous laisse vous faire votre propre avis, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de désillusions vis-à-vis de ce qui est devenu finalement le Bitcoin en tant qu'outil financier dans la finance traditionnelle. Quelque part c'est une preuve d'adoption aussi, mais probablement que Satoshi ne voyait pas forcément ça comme ça. Après, bien entendu, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. MicroStrategy qui a imprimé quasiment plus 30%, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a eu un rebond du côté des actions, c'était complètement fou de voir du Google, du Amazon, du Apple, justement, du Tesla qui ont imprimé des 15-20% sur des capitalisations à 3000 milliards, c'est complètement fou. Warren Buffett qui dépasse toutes les expectatives par rapport au fait de timer les marchés, puisque quand on regarde son Buffett Indicator US Stock Market Value to GDP, on a en effet un ratio qui, quand on prend les déviations standards et un historique qui sert de moyenne finalement, dès lors qu'on rentre comme ça sur une déviation un peu trop prononcée, c'est souvent là où on a eu les gros cracks, donc comme en 1970, on l'a eu également en 2000. C'était pas forcément vrai en 2008-2010, et par contre là on voit que depuis 2020 on a caracolé très largement en tête de cette déviation, et également en 2022 on était revenu un peu plus bas, et surtout on peut constater qu'au travers du temps on est en train justement de commencer à sortir des écarts types. On revient que très peu souvent, c'était arrivé en 2008 sur des écarts types qui sont en dessous de la moyenne. Là vous voyez que tout simplement on revient à une moyenne qui est très haute, même quand on redescend comme en 2022, et récemment ça a dû justement revenir tout juste autour de la première déviation. Donc Warren Buffett qui aujourd'hui doit avoir dans les 330-340 milliards grand maximum en cash. Grand maximum, c'est un bien grand mot, puisqu'il a de quoi racheter, je crois, la moitié du CAC 40 à lui tout seul. Donc voilà, ça laisse de quoi mettre les choses en perspective. En tout cas, pour se concentrer sur nous qui n'avons pas ni 1 milliard, ni pour la plupart ni 1 million, franchement, quand on investit en bourse et en crypto, il y a besoin fondamentalement d'apprendre qu'une seule chose au travers du temps, c'est le fil rouge, c'est de se connaître et de se contrôler soi-même. C'est la chose la plus importante sur les marchés financiers, qui ressort dans tous les bouquins, qui ressort dans toutes les mémoires de spéculateurs. Une fois que vous ne serez plus impacté, ou du moins plus trop, par les extrêmes de marché, que ça soit quand tout le monde est euphorique, et on l'a tous connu un jour ou l'autre sur le marché crypto, ou quand tout le monde est over-déprimé comme actuellement, ou en tout cas avant aujourd'hui ou avant hier soir, eh bien il ne faut pas se leurrer, on aura toujours un impact psychologique. Mais à partir du moment où vous savez que quand vous commencez à être très mal à l'aise, qu'on a des indices à moins 20% et au-delà, et qu'on commence à avoir, pour ceux qui restent que sur les cryptos, des cryptos avec des gros dossiers, voire le Bitcoin pour ceux qui font que le Bitcoin, avec des discounts comme on a eu récemment, là oui, on sait que ça peut commencer à devenir intéressant, et notamment pour ceux qui font du DCA. Donc vraiment, pour le long terme, que ça soit quand vous achetez, quand vous vendez, ou quand vous commencez à paniquer, ou que vous commencez à devenir euphorique, c'est vraiment le contrôle que vous aurez sur vous-même qui derrière fera toute la différence par rapport aux décisions qui au long terme elles-mêmes auront un impact colossal sur votre profit, qu'il soit réalisé ou non.
non. Les pirates qui redoublent d'ingéniosité pour vous dérober vos cryptos, attention, puisqu'un malware a été injecté comme un plugin du côté de Office sur SourceForge et qui target directement les utilisateurs de crypto et notamment tout ce qui est copier-coller et dans les clipboards, donc les petits post-it. Donc faites très attention à ça. Et donc je vous rappelle aujourd'hui les basiques de l'hygiène numérique. Bien entendu, c'est à adapter en fonction de votre situation. Il faut absolument, à partir du moment où vous avez un certain montant en crypto, utiliser si possible un smartphone ou un ordinateur dédié uniquement à cette utilisation et à vos transactions. Alors ça peut être sinon une session à part complètement scindée ou d'avoir plusieurs OS sur un même ordinateur, mais là c'est pour des utilisateurs un peu plus avancés. Vous pouvez également utiliser des navigateurs comme Brave, désactiver un maximum de fonctionnalités de tracking de cookies, de copier-coller dans un clipboard justement, un gestionnaire de mots de passe avec un mot de passe unique et robuste par utilisation et par plateforme, un mail unique également pour chaque utilisation et plateforme, le 2FA activé partout, si possible un 2FA de type Google Hot ou de type OT si jamais vous n'avez pas de clé physique et jamais de téléphone puisque si vous faites SIM swap derrière vous allez tout vous faire déglinguer et enfin le mieux ça reste des YubiKey, notamment des petites clés USB physiques sur laquelle vous pouvez en plus avoir l'empreinte digitale. Donc tout ce qui est biométrique c'est top et enfin votre wallet Rabbi à chaud pour les 100 ou 200 $ dont vous avez besoin au quotidien pour vos carabistouilles complètement séparés du coffre-fort et notamment une Ledger et d'ailleurs en ce moment il y a l'édition limitée Flex X Monopoly Bitcoin qui vous permet en achetant justement un Ledger Flex d'avoir la possibilité d'avoir une carte au sein de cette édition limitée qui vous donnera de 1 $ à 500 $ en USD donc ça peut aller justement de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Donc c'est une opération temporaire et vous avez le lien en commentaire et description si toutefois vous souhaitiez vous commander une Ledger Flex ou bien après il y a toutes les Ledgers habituelles et ça j'insiste bien donc c'est pour le potentiel de garde au long terme notamment vos précieux Bitcoin que vous n'allez connecter nulle part ni à la DeFi ni pour claim des airdrops ni à quoi que ce soit vous le laissez véritablement en coffre-fort. Donc l'hygiène numérique est des plus importantes aujourd'hui et j'espère que ça vous donne quelques pistes donc pour vous améliorer de votre côté. Les achats donc après des pics de volatilité notamment du VIX, on voit que ça n'était arrivé qu'en 2020 et ici au moment du yen carry trade et ensuite de nouveau aujourd'hui. Donc on sait en général et notamment quand c'est de la volatilité négative que derrière on va avoir un très beau rebond si tout va bien, si le monde n'est pas en train de partir à zéro justement. Superbe photo de l'île de Notre-Dame-des-Roches au cœur de la baie de Kotor au Monténégro. Donc voilà, un petit bol d'air et un peu de soleil pour le coup pour ceux qui n'en ont pas. Concernant Tesla, donc si la parenthèse de Musk en politique lui a permis de prendre conscience de certaines choses et qu'il repart full focus sur son entreprise, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour Tesla puisqu'ils ont une roadmap d'enfer. Musk qui reste malgré tout à la fois le réacteur de son entreprise mais aussi le poison, donc à voir ce que ça donnera, mais hier on a rebondi d'une 20% pour Tesla. Le parfait exemple de pourquoi il vaut mieux devenir riche lentement en bourse plutôt que trop vite et ça résume très bien les charts qu'on a du côté des cryptos. On a Warren Buffett qui depuis 2020 monte doucement mais sûrement au travers du temps, un petit 10% par-ci, plus 10%, il monte à 50, à 100, il redescend de plus 100% à 50 courant d'année 2022 et pendant ce temps, on a Cathie Wood qui entre 2020 et 2021 a fait 0 à 250 et derrière ça ressemble à s'y méprendre au chart du Bitcoin, ça s'est effondré, on est repassé en territoire négatif de 2022 à quasi début 2024 et ensuite aujourd'hui elle est à plus 15 pendant que Warren est à plus 200. Donc dans tous les cas, ça c'est un graphe qui sur des dizaines d'années sera très parlant. Si vous voulez de la volatilité et tout de suite et notamment que en étant sur les cryptos et les shitcoins et les meme coins et tout ce qui va bien, vous allez faire potentiellement un jour plus 200, plus 300, plus 500. Ça va se re-effondrer derrière, vous allez essayer de vous refaire, etc. et vous rentrez dans un système qui est un système de pur casino et qui, pour la majorité, ne fonctionnera jamais. Si vous faites votre petit 10% annualisé et que petit à petit la boule de neige grossit et notamment avec des intérêts cumulatifs, comme disait ce bon vieux Einstein, la 8e merveille du monde d'avoir les intérêts composés, vous voyez que dans 10, 20, 30, 40 ans, pour ceux qui visent la retraite et qui sont des jeunes
jeunes actifs, vous aurez de quoi mettre de côté justement et faire plaisir à vos enfants et petits-enfants. Comme je le disais également donc hier, la problématique à laquelle sont confrontés les opérateurs de marché aujourd'hui, bon c'était avant la pause des 90 jours, mais ça sera toujours vrai plus tard si jamais ils ne reculent pas entre-temps, c'est arriver à pricer correctement les boîtes, les sociétés, sans savoir quelle va être la profondeur de l'impact à 1, 2, 3 trimestres sur l'économie et la croissance et surtout les résultats des prochains trimestres pour les sociétés. Donc un genre de partie d'échec les yeux fermés, et c'est ce qui craint vraiment en ce moment pour les marchés dans tous les cas, quand bien même on a eu un rebond qui a été extraordinaire. Et on terminera donc avec une capture d'écran d'un article de la revue financière Le Revenu. Ça datait de l'automne 2023 et qui annonçait une grande récession pour 2024. Résultat, en 2024, le S&P 500 a fait son baroud d'honneur à plus 30% en annualisé, alors que la moyenne est à plus 8 sur une centaine d'années. Alors en première intention, bien entendu, je me suis dit, bon, encore une revue qui a raconté n'importe quoi, mais en regardant un peu dans le détail, c'était loin d'être bête la logique qu'il mettait en avant, et je pense que si 2022 et sa longue et lente descente pour les marchés donnait 2023 favori pour un joli rebond, 2024, elle, a été alimentée à la fois par le yen carry trade, dont on a été tous surpris de façon brutale le fameux 5 août 2024, lorsque tout ça a fini par nous éclater à la figure, mais surtout par l'hyperspéculation sur les 7 magnifiques, dont la tête de file Nvidia, l'IA, tout ce qui est chipset, et ça a alimenté énormément toute cette bulle qui aujourd'hui a été complètement dégonflée, ou du moins en bonne majorité. Donc la question que je me suis posée, c'est n'a-t-on pas assisté en 2024 à la dernière fuite en avant, sachant pertinemment ce qui allait arriver derrière? C'est notamment pour ça que Warren Buffett est resté bien confortable sur ses 330 milliards en cash. Et c'est aussi pour ça que, comme on l'a vu tout à l'heure, lui joue finalement les écarts à la moyenne, les déviations standards, où on a des années comme ça, 1, 2, 3 années à plus 15, voire plus 30% pour le S&P, et tôt ou tard on finit par passer à la caisse vis-à-vis de ces excès. Donc ça c'est un truc aussi important à retenir, que quand on vit des années fastes, et bien tôt ou tard on finit par le payer, bien entendu. Le crypto total 2550 milliards, je vais aller assez vite pour l'analyse technique puisque je vous ferai ce week-end une émission où on regardera les actions françaises, les actions américaines et le reste du marché crypto. Donc là je vais très vite pour boucler aujourd'hui. Le crypto total 2 des alts 931 milliards, on voit qu'on bataille autour de la moyenne mobile 200 et de la moyenne mobile 100. Du côté du total normal, on est juste sous la moyenne mobile 50, donc il nous faudra tôt ou tard reprendre les 2600. La Bitcoin dominance est venue chercher hier 64%, ça n'a de cesse de monter, mais pareil, c'est une courbe qui est une courbe, on va dire, assez linéaire, haussière. Est-ce que tôt ou tard, une fois que ce canal ascendant sera pété à la baisse pour revenir justement aux moyennes, et la moyenne mobile 200, elle est autour de 49%, c'est sûr que ça offrira un bon bol d'air du côté des altcoins. En tout cas, le Bitcoin continue de défendre la moyenne mobile 50. Comme on l'avait dit 1 ou 2 semaines en arrière, le mieux qui puisse nous arriver, c'est qu'on pose un bottom autour de cette zone. Pourquoi pas un W entre 73 et 75? Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Si jamais ça se gâte et qu'on rentrait prématurément en bear market, je vous ai donné toutes les zones tout à l'heure, et personnellement, je commencerai à payer, et assez agressivement, autour du 0,618, c'est-à-dire 51 000 $, sachant que d'ici la fin d'été, début d'automne, à la rentrée, la moyenne mobile 200 sera déjà sur cette zone des 50 000, et aujourd'hui, elle se trouve autour des 46 000 $. Ether, pour sa part, qui fait une bougie pour l'instant hebdo d'indécision, on est venu très bas sous les 1004, on a un RSI qui est aux portes de la survente, et hier, on est venu chercher en séance quasi les 1007 avant de se stabiliser autour de 1600, un peu en dessous aujourd'hui. Donc statu quo pour un Ether qui, malgré tout, continue de chercher du pétrole sur ETH BTC. Ça va peut-être se poser justement dans la zone qu'on avait eue en 2019-2020 ici, qui avait donné les 2 points bas de Ether. On était autour de 80 à 100 $ à l'époque contre le dollar. Peut-être que Ether avait besoin de recracher tous ses poumons, d'être le mal-aimé de ce cycle, avant peut-être une surprise un jour sur le cycle précédent. Je m'aventurerai pas trop là-dessus, bien entendu, mais tous les espoirs sont permis, et tant qu'il y a de la vie, justement, il y a de l'espoir. Je vous souhaite une excellente journée, et on se retrouve ce week-end pour quasi que de l'analyse technique du côté des commodités, des indices, du marché US, des actions françaises et des altcoins. Très bonne journée et à ce week-end. Ciao, ciao.